Souvent, tu entends des gens qui disent « Ah ouais, moi, le travail, c'est la vie, hein, c'est ma vie. » Non, non, non. Le travail, même si tu l'aimes, même si tu es passionné, c'est pas ta vie. Il a fallu beaucoup d'humilité à Michel Coury pour prononcer cette phrase. Lui, l'ancien PDG qui a tout plaqué pour aider les autres et devenir expert en coaching au travail. Je savais ramener de l'argent, mais je ne sais pas m'occuper des êtres humains qui sont dans mon entreprise. Je pensais être le plus fort, et en même temps, je pensais avoir besoin de personne, mais j'ai jamais pensé qu'ils étaient en dessous de moi. Le petit Michel, qui a grandi au Sénégal, a côtoyé la misère de près. Lui, l'hypersensible, le généreux, a pourtant failli se perdre dans le tourbillon de cette vie. Mais le destin est têtu, imprévisible, foudroyant. L'élément déclencheur, ça a été mon problème de santé. C'est comme si j'avais eu une mise à jour. T'es pas fait pour faire ce que tu fais là, t'aspires à faire autre chose quand même, et peut-être plus grande. Tout reprendre à zéro et partager son expérience en conférence, par l'écriture et sur les réseaux sociaux. Michel Coury nous ouvre les yeux sur le monde implacable du travail. Et si l'échec n'était en fait qu'un entraînement à vivre mieux. Et que personne n'a le droit de te parler comme ça, même s'il te paye un salaire de fou. Hein. C'est pas écrit dans ton contrat qui peut t'insulter, te mettre la pression, te rabaisser, te foutre la honte et tout. Management toxique, bien-être au travail, entre vous et moi, l'interview de Michel Coury est d'utilité publique. Et je peux vous assurer qu'elle va vous aider à mieux vous faire respecter. Bonjour à tous, bienvenue sur Entre vous et moi et merci d'être au rendez-vous. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube et également en podcast sur vos plateformes préférées. Et vous savez, chaque invité doit résonner en vous. En tous les cas, c'est pour ça que nous les invitons et celui que nous allons recevoir dans un instant va probablement vous faire un grand bien. En tous les cas, moi, déjà, il m'inspire. Bonjour Michel Coury. Bonjour. J'ai écrit tu ou vous, mais bon, la question ne se pose pas. Non. C'est tu. C'est tu. Très facilement d'ailleurs. Ah oui, c'est plus facile comme ça. Ouais, donc tu, voilà. Je suis très heureuse de te recevoir entre vous et moi, entre toi et moi. Ça a failli ne pas se faire. Oui. C'est comme ça la vie. On prend rendez-vous et puis le rendez-vous peut se défaire. Et au téléphone, tu m'as dit oui, mais à ce moment-là, je veux le faire. Pourquoi ? Émotionnellement, je sens les choses. Et quand une personne vient vers moi pour que je puisse partager mon histoire ou raconter quelque chose, je me dis qu'elle a une attention vers moi. Tu crois au rendez-vous ? Tu oui. crois à ces moments-là qui... Complètement. Ouais. Je crois aussi. Rien ne se fait par hasard. Ok, on est alignés par rapport à ça. Tu écris des messages sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai découvert ton nom. C'est comme ça que j'ai découvert tes posts. Ok. Et cette phrase-là, ce post-là a beaucoup résonné. Je vais vous le lire. Tu réussis, on te juge. Tu échoues, on te juge. Tu essaies, on te juge. Tu aides, on te juge. Tu ne fais rien, on te juge. N'écoute pas les autres. Tu es ta seule limite. Ça me parle. Je pense que ça doit également vous parler. Évidemment, on va y revenir. On partage des valeurs communes, résilience notamment, dans les épreuves. Tu as d'ailleurs écrit ce livre sur l'échec. L'échec, c'est de l'entraînement. Michel, tu es entrepreneur, créateur de contenu sur Internet, conférencier. Tu as créé ton propre podcast, Michel Coury le podcast, avec une thématique qui est le bien-être au travail. Parce qu'on va le voir, tu as souffert. Oui. On est très nombreux à souffrir au travail. Vous êtes probablement aussi vous-même quelquefois sur le point de dire il faut que je me barre ou pas de mon travail. On va voir les leçons que tu peux nous apporter. Merci. Avant cela, le petit garçon qui se cache derrière l'homme que tu es aujourd'hui. Tu es né à Dakar, au Sénégal. Oui. Quelle année ? En 1982. 42 ans. Pourquoi le Sénégal ? Alors, moi, je suis né au Sénégal. Mes parents sont nés là-bas aussi. Et c'est leurs parents qui sont venus pour faire du commerce et pour changer, je pense, de pays, parce que les Libanais bougent dans le monde entier. Donc des origines riches et diverses. Voilà, moi je suis d'origine libanaise, mais je ne suis jamais allé au Liban. D'accord. Et je suis né au Sénégal, je me considère sénégalais et maintenant français. Ouais. Parce que papa faisait quoi Mon Sénégal. père, il était professeur d'arabe, de littérature arabe, dans un collège. Et ma mère était commerçante à une petite épicerie sur la ville de Dakar.
Donc milieu modeste. Très modeste. Ok. Très très modeste. Quel est le souvenir qui t'a marqué de cette enfance? L'humanité, la solidarité. Ça veut dire que même dans un milieu très modeste et très pauvre, on était quand même une grande famille, toutes les personnes que je fréquentais, mes amis. Moi, j'ai mes amis encore du Sénégal, de Dakar. On se connaît depuis 40 ans, je les ai connus quand j'avais 2 ans. Et on a un lien indéfectible. Donc cette solidarité et la simplicité. Et tu as un grand frère? Oui, Ouais. qui a 7 ans de plus que moi. 7 ans de plus que toi. Et justement, ce grand frère quitte le Sénégal. Oui, parce qu'il a son baccalauréat. Et très souvent, en fait, dans les villes en Afrique ou dans les pays du tiers-monde, quand on a notre bac, on décide, les parents, de nous envoyer en Europe ou aux États-Unis ou au Canada pour continuer à faire nos études. Et moi, mes parents, ils ont économisé presque 30 ans de leur vie. Donc moi, pour te donner un exemple, on vivait dans une pièce comme ça, avec une chambre. Mon frère et moi, on dormait dans le salon. Et mes parents, ils avaient la chambre. Et il y avait un petit salon, une petite cuisine en plus. Ils ont économisé toute leur vie pour pouvoir nous envoyer. Et tu vas suivre ce grand frère quand Oui. tu as 14 ans. C'est ça. C'est ma mère qui vient. Moi, j'ai un très beau lien avec ma mère. On est très complices. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est ma meilleure amie. Enfin, je ne sais plus comment le définir. Elle vient me voir dans ma chambre. Je m'en rappellerai toujours. Elle me dit, Michel, ton frère va faire ses études en France. Est-ce que tu veux y aller avec lui? Ça va être très difficile parce que c'était quand même, ça va faire bientôt 30 ans. Ça ne me rajeunit pas, ça. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas cette ouverture au monde. Même pour s'appeler avec les parents, c'était très compliqué. Elle me dit, tu vas y aller, ça va être très difficile, mais si tu dépasses ça, plus rien ne pourra t'atteindre. Et le lendemain, j'ai dit oui. 14 ans. 14 ans. Donc tu te retrouves où, à Paris? À Montpellier, Montpellier. heureusement d'ailleurs, parce que le froid. Et vous êtes hébergé où? Comment? Mes parents avaient économisé pour prendre une maison. Et du coup, on est arrivé dans la maison, on ne connaissait même pas. Voilà, du jour au lendemain. Donc tous les deux? Tous les deux. Donc mon frère, il avait 20 ans, 21 ans. Et là, tu te dis que ta vie va prendre un autre tournant, que vous êtes désormais les deux hommes, j'allais dire, de la maison. On n'avait pas cette notion-là, on était plus dans l'adaptation. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple. Pendant les 2 ans où on était seuls, c'est le moment où j'ai fait le moins de bêtises de ma vie. Pourquoi? Parce que je savais que si je faisais quelque chose si je suivais pas les règles, ça pouvait mettre en difficulté tout le système familial. Et j'avais plus l'envie de m'intégrer, de comprendre comment ça fonctionne, comprendre les codes, enfin, tout ce qui tournait autour de ce pays. Moi, la rentrée des classes, c'était compliqué. Tout était différent. Ah oui. Et du coup, c'était plus ça, l'intégration. Oui, j'ai noté qu'à l'école, quand tu es arrivé, tu as subi des moqueries en fait, de la part de tes camarades, parce que tu n'avais pas les codes en fait. Aucun code. Vestimentaire, ma façon de parler, j'avais un accent sénégalais, donc c'est africain. Ah oui. Quand je lisais un texte devant toute la classe, mon accent il est encore plus prononcé. Certaines personnes pensaient que je me moquais même des Africains. Je m'habillais en mode très cool. Et c'est là où j'ai capté que ici, le regard des autres, il comptait. Ouais. Alors que quand j'étais à Dakar, j'ai jamais vécu ça. C'est très typique de la France, ce Alors, regard des autres. Je ne sais pas si dans d'autres pays c'est comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore pire. Avec les réseaux, on se montre même peut-être différemment sur les réseaux que dans le réel. Mais oui, je l'ai ressenti. Tu sens que tu es déjà atypique, différent, extraordinaire, hors norme? Alors extraordinaire non, hors norme non, mais différent oui. En quoi? Oui, je sens que je suis différent parce que je ressens que les gens me regardent différemment, qu'ils vont regarder des gens qui ont le même code que les autres. Et là, je me dis, bon, il y a un truc qu'il faut que je modifie chez moi, il faut que je m'intègre. Donc j'ai compris les codes très rapidement parce que quand on voyage comme ça, quand on fait ce genre de choses, on s'adapte très vite. Donc j'ai voulu commencer à ressembler aux autres. Après, j'ai une particularité, c'est que moi, quand je suis arrivé, le premier jour, j'étais en seconde,
Euh, J'arrive dans un lycée où il doit y avoir 2 noirs dans le lycée. Et un des noirs est dans ma classe. Et moi, le premier jour, je vais m'asseoir directement à côté de lui. Et cette personne-là, je l'appelle dans mon livre John, parce qu'il n'aime pas trop qu'on parle de lui, de son prénom. C'est aujourd'hui comme mon frère. On se connaît depuis 28 ans. Et il m'a aidé aussi à m'intégrer, à me faire comprendre les choses, comment ça fonctionnait. Et après, je me suis fait des amis quand même, des copains. Quand on est jeune, c'est plus facile de s'intégrer Ouais. que si on arrive à 40 ans. C'est plus difficile. Ouais. Mais les enfants, ça reste des enfants quand même. Tu passes ton bac Oui, et tu arrêtes tes études oui. juste après. Pourquoi? Alors, pour être honnête, j'aime pas l'école. Voilà, j'aimais pas l'école. J'aimais pas être assis, écouter pendant des heures une personne. Et j'arrête les études parce que pendant mon lycée, je travaillais déjà. Je travaillais au noir, au black, hein, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je voulais une indépendance financière et pour aider mes parents d'arrêter de nous envoyer de l'argent pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Et en fait, en faisant ça, j'ai pris goût à l'argent et au travail. Et je me suis dit, bah, pourquoi je vais aller faire des études? Moi, j'adore le business, j'adore entreprendre. Et j'ai essayé quand même de faire un BTS à l'époque sur l'action commerciale. Et quand je suis arrivé et que le premier cours, c'était qu'est-ce que c'est un bénéfice? Je dis, ah, c'est bon, moi je le sais depuis déjà 10 ans. J'ai dit, je vais aller travailler. Et c'est là où j'ai fait une multitude de petits boulots. Ça va de quoi à quoi? J'ai travaillé dans les pompes funèbres, j'ai travaillé dans les ménages, j'ai travaillé dans la restauration, fait tous les petits boulots qu'on peut imaginer. Je travaillais dans un sex shop. Voilà, dès qu'il y avait une expérience qui s'ouvrait à moi, je la prenais, même si je ne savais pas. Donc en pur autodidacte, tu vas enchaîner les petits boulots et puis tu vas monter ta première boîte. Oui. Une agence de communication. C'est en quelle année ça? C'était à 19 ans, 20 ans, donc c'était en 2003. Ok. Et j'ai toujours été passionné par la communication, même petit. J'adorais déchiffrer, même à l'âge de 8 ans, 5 ans, les publicités pour comprendre pourquoi ils utilisent cette couleur, pourquoi ils mettent une blonde, une brune, un brun. J'essaie de comprendre pourquoi les gens ils utilisaient certains codes. Et j'adore communiquer. Alors, non, j'adore faire communiquer les autres. Et je dis, tiens, je vais monter ma boîte. Et c'était il y a longtemps. Donc, au départ, c'était pour faire des cartes de visite, des tracts, ce genre de choses. Chose qu'on fait beaucoup moins maintenant. Et je la monte. Et mon premier client, c'est Universal Music. Alors comment on fait? C'est-à-dire qu'on n'a pas de diplôme, on a son intuition, son envie, on n'a pas forcément d'argent. Oui. Comment on fait pour monter sa boîte et avoir ce premier client qui n'est pas n'importe lequel? Alors, ma mère me donne, à l'époque, ça représentait 1000 euros. Elle me fait confiance. Elle me dit, vas-y, monte ta boîte. Et moi, en fait, je suis beaucoup d'audace. Ça veut dire que je considère que tout le monde est à mon niveau. Je ne suis pas plus fort, je ne suis pas moins fort. Et en gros, pour exagérer, on va tous aux toilettes pareil. Et je me dis, moi je suis fan de Stromae, j'étais fan à l'époque, c'était à la sortie de son premier album. Et j'ai envoyé un mail à Universal pour dire, moi j'aimerais bien collaborer, faire quelque chose. Ils m'ont répondu un quart d'heure après. Or que 99% des personnes ne l'auraient pas fait en se disant, ils ne vont jamais me répondre. Et ça s'est créé comme ça. Il faut oser, c'est la première leçon. Oui, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Au pire, ils ne me répondent pas, mais au mieux, ils me répondent. Je risque rien. Est-ce que vous osez? Ça, c'est la question aussi qu'on se pose entre vous et moi. Nous, on a décidé d'oser, l'équipe. Dites-nous si vous osez aussi et si vous avez des exemples aussi à partager avec nous en message. Ça, on vous répondra. Et peut-être qu'on pourra aussi répondre ensemble Complètement. à l'audace. Parallèlement, tu t'engages auprès de la Croix-Rouge Oui. pour, je te cite, exorciser peut-être ta peur de vivre la misère. Ça va durer pendant 10 ans. C'est une démarche aussi cathartique. En gros, je voulais me rendre utile. Et mon frère était rentré aussi, mais lui un petit peu avant moi. Moi, au départ, je balayais. Hein, j'aidais les volontaires à travailler. Et très très vite, j'ai pris des responsabilités, j'ai trouvé ma voie. Et donc, c'était l'action sociale. Et ce que j'aimais le plus, c'était de trouver des solutions pour subvenir aux besoins. Parce qu'en France, bon, ça commence à se voir maintenant, la misère, elle ne se voit pas.
Mais quand je vivais à Dakar, la misère, elle était dans la rue. Et souvent, en fait, quand on voit un SDF dans la rue, allez, franchement, c'est une personne sur 1000 qui va avoir un peu d'émotion, mais tout le reste pense que c'est son choix. Et du coup, moi, je voulais subvenir à ces besoins-là en créant des choses où ils deviennent acteurs. Par exemple, ils voulaient prendre une douche, j'ai créé plusieurs centres sur Montpellier, mais ils payaient 50 centimes. La personne n'a pas l'impression qu'on l'aide, elle paye. Ça la rend actrice, cette personne, de son cheminement. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est ça que j'aimais, moi, trouver des méthodologies comme ça. Est-ce que tu te rends compte déjà, là, que tu portes en toi, de par ton enfance, de par le lieu dont tu viens, les germes d'une mission à venir? Oui. Alors, moi, il y a une cause qui me tient à cœur et je pense que je finirai ma vie à faire ça, c'est la malnutrition des enfants. La famine, hein, ceux qui crèvent là-dedans. Parce que malnutrition, c'est pas juste un plat équilibré, quoi. Il ne faut pas que les gens confondent. Moi, quand je vivais à Dakar, à l'époque, on mangeait, par exemple, un sandwich dans la rue. Il y avait des petits qui venaient me demander, et j'avais leur âge, de leur donner un bout. Donc moi, je donnais. Et mes parents, ils étaient très généreux. Donc il n'y avait pas ce côté ne donne pas et tout. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est pas le fait que c'est petit, parce que je suis né dans ça. C'est qu'il y avait d'autres qui les traitaient comme si c'était des rats. Ils les chassaient. Et moi, ça m'a toujours choqué que comment on peut être... on ne peut pas avoir d'émotion par rapport à ce qui se passe. Et souvent, c'était des adultes qui avaient des enfants du même âge qu'eux. Donc, ils n'arrivent même pas à s'identifier. Et du coup, moi, par rapport à ce que j'ai fait à la Croix-Rouge, je sais que c'était le début de cette mission-là qu'un jour je vais accomplir. Et est-ce que tu penses aussi que notre vie, celle qu'on nous donne à vivre, celle-ci en tous les cas, peut-être qu'il y en a d'autres, Oui, peut-être. celle-ci, elle est une mission pour toi. Est-ce que ta naissance au Sénégal, ce qu'aujourd'hui tu essaies de faire pour les autres et qu'on va découvrir, c'est quelque chose en fait qui t'est donné? Alors, je ne sais pas si ça m'est donné, mais en tout cas, je le prends. Et j'en fais quelque chose. Voilà, c'est vivre sa vie juste pour la vivre un peu, on va dire, maison, boulot, dodo, et que ça, il se passe 80 ans. Mais ça, c'est pas pour moi, mais ça, moi, j'y étais dans ça. Ça veut dire que très jeune, je pensais que réussir, c'était ce cheminement-là. Mais la vie m'a rappelé que non. J'ai écrit chute. La vie, j'aime à dire, moi, qu'elle a beaucoup plus d'inspiration que nous, parfois. C'est Claude Lelouch qui dit ça. Elle pique, elle brûle, mais on ne voit pas forcément toujours pourquoi au départ. Oui. C'est un cadeau. En 2014, ta boîte fait faillite, 30 salariés sur le carreau, des dettes qui s'accumulent, un burn-out qui va suivre, une dépression, et puis la maladie mentale va se transformer en maladie physique avec une lésion qui arrive au cerveau. Pendant un temps, tu as même perdu l'usage de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crée ma boîte. Bon, c'est administratif, je perds tout, j'ai mes dettes, j'en paye encore aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas de cadeau quand on est entrepreneur et qu'on fait tout pour réussir. Des fois, ben, les banques nous aident pas trop. Tu perds combien? Je perds, moi je dois perdre dans les 80 000 euros quand même. Okay. Et à cette époque, moi j'avais la naissance de mon premier. Voilà, c'était un cheminement où j'ai perdu même le fil, moi. Du jour au lendemain, c'est plus notre boîte. Les salariés, c'est la panique. Bon, après, je rentre dans un burn-out par un médecin qui me dit « Vous vivez un burn-out ». J'avais plus envie de voir personne, j'étais irrité, enfin, je me mettais en colère contre tout le monde, enfin, j'avais plus envie de sortir, enfin, bref. Et en plus, avec le côté naissance et tout, c'était très compliqué à gérer. Et alors, ça n'a aucun rapport, hein, mon burn-out et ma lésion au cerveau. C'est deux choses complètement différentes. Mais moi, je fais pas tout, je fais tout en même temps. Et c'est toujours chronologique. Et là, un jour, je fais un malaise, ça s'appelle une crise d'épilepsie partielle, où en gros, tu as des fourmis dans les jambes, ça passe au bras, après à la tête.
et tu sens que tu es désorienté. Ça veut dire que quand tu veux parler, ce que tu dis, c'est pas ce que tu entends. Et donc je perds 2 langues, hein, l'arabe et le wolof. Je parle que le français. Je reconnais à peine. En fait, ça se passe, on va imaginer que tu es ma mère, donc elle me parle en wolof, je ne comprends pas, elle me parle en arabe, je ne comprends pas, mais je sais que c'est ma mère, et au bout de quelques minutes, je fais « T'es qui, toi ?» Et bon, bref, ça se fait, et là, je me retrouve à l'hôpital avec une lésion au cerveau, et 5-6 jours après, je retrouve toutes mes facultés au fur et à mesure. Tu dis que c'est pas lié? Non, c'est pas lié. J'ai demandé 1000 fois au neurologue. Il m'a dit non, ça peut pas être lié. C'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on va avoir ça. C'est autre chose. Ouais, symboliquement. Mais c'est très rapproché, donc. Ouais. Et puis il y a quelque chose de trop lourd à porter aussi, en fait. Peut-être. Quand ça touche au cerveau. Alors, c'est vrai que mon entourage, ma famille pense, mes amis, pensent que c'était le surplus, quoi. Je pouvais plus gérer, le cerveau, il a pété un câble. Hein. Tu te croyais en haut de la montagne? Tu pensais justement, quand tout allait bien dans cette entreprise, avant que ça ne périclite, tu te disais, ça y est, j'ai réussi ce qu'il fallait faire, je suis patron, j'ai 30 salariés? Oui, j'avais la fierté de créer de l'emploi, de faire quelque chose où je génère du chiffre. Mais non, en fait, pas du tout. Je pensais être en haut de la montagne, mais en fait, je la voyais même pas, la montagne, encore. Et puis t'as dégringolé, quoi. Complètement. L'élément déclencheur, c'est quoi? Il y a toujours un élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça a été mon problème de santé. C'est comme si j'avais eu une mise à jour. Décharge, ouais. Pas tout de suite, hein, parce que j'ai subi le problème de santé. Et après mon problème de santé, après ma sortie de l'hôpital, donc moi je suis resté 2 semaines à l'hôpital, et 2 jours après, je commence un travail de serveur dans un restaurant. Face à la mer? Face à la mer. Palavas-les-Flots? Palavas-les-Flots, j'habitais là-bas, et avec mon ex et mon fils qui avait 1 an et demi, 2 ans, et il fallait subvenir aux besoins, sauf que j'avais plus le droit de conduire à cause du traitement que je prenais, et il fallait que je travaille. Du coup, je suis allé voir un resto, je lui ai dit je veux travailler, il m'a dit oui, et je commençais le soir même. Et l'ego, là-dedans? On passe de PDG à serveur? Pendant un certain moment, oui, il a pris cher. Je n'étais pas content. Et en plus, le traitement que je prenais, franchement, je suis très solidaire des épileptiques. C'est un traitement, tu le prends, 1 heure après, tu as envie de dormir, mais tu es aussi énervé. Donc tu as envie de tuer tout le monde, mais tu as envie de dormir. Et moi, je prends ce médicament, souvent je le prenais avant le début de mon service. Et oui, j'étais pas content de moi, en fait. Tu lui as dit quoi à ton ego? Je lui ai dit, il va falloir te calmer parce que, en fait, à ce moment-là, je pensais plus être capable d'entreprendre. Donc j'ai accepté que je n'allais plus être entrepreneur. Et que c'était pas grave, quoi. Et le regard de l'autre, des autres, qui t'ont vu chuter? Alors, quand j'ai eu mon problème de santé, j'ai vu le nombre de personnes qui sont venues me voir à l'hôpital, j'ai bien compris que le regard des autres n'avait plus d'importance. Et que le regard de ceux qui sont venus me voir avait de l'importance. Parce que ceux qui me donnent des conseils, qui me disent quelque chose et tout, et qui ne sont pas capables de venir te voir, j'ai pas eu un rhume quand même, hein, enfin, j'en rigole avec mon meilleur ami, et qui ne sont pas venus, et que je pensais que c'était des gens proches. Je dis, leur avis maintenant, ce qu'ils pensent de moi, c'est fini. Hein. La vie fait le tri naturellement? Ah oui, ça fait un gros tri. J'étais bon pour amener du chiffre, mais je n'avais pas pris la mesure qu'il fallait que je me préoccupe tout autant du bien-être de mes équipes. Quel patron étais-tu devenu? Alors moi, je n'étais pas un patron méchant, toxique, j'ai toujours été très respectueux. J'ai une très bonne éducation, sauf que je n'ai pas priorisé les choses. Je savais ramener de l'argent, mais je ne sais pas m'occuper des êtres humains qui sont dans mon entreprise. C'est pas que je voulais pas, c'est que déjà je savais pas faire. C'était pas mon métier, je n'étais pas formé à ça. Je l'avais fait du management dans plusieurs boulots avant, mais je pensais que pour moi, le plus important dans une entreprise, c'était de faire rentrer les sous. Mais j'avais oublié que derrière, s'ils ne sont pas là, si je ne les traite pas comme il faut, si je ne les paye pas comme il faut, je peux ramener des sous jusqu'à demain, ça ne va jamais se faire le travail. Une parole peut tout foutre en l'air, c'est ça aussi? Un exemple, par exemple, que tu as eu avec eux, une J'ai parole? pas le temps, j'ai d'autres préoccupations.
ce que je fais moi, c'est plus important que ce que toi tu fais. C'était pas méchant, mais j'étais persuadé de ça. Donc moi, mes anciens salariés, ils n'ont aucun problème avec moi. Ils essayaient de me dire, tu pourrais... Je ne les ai pas écoutés en fait. Je pense que si je les avais écoutés, si je les avais réunis autour d'une table, si j'avais fait quelque chose, peut-être que mon entreprise existerait encore. Peut-être qu'ils auraient pu m'aider à faire quelque chose. Alors j'étais en même temps, je pensais être le plus fort, et en même temps je pensais avoir besoin de personne, mais j'ai jamais pensé qu'ils étaient en dessous de moi. En fait, c'est comme si je prenais toute la responsabilité pour moi et que eux, en fait, ils n'existaient pas dans ce cheminement, dans ma problématique. Et la chute de cette boîte, de ton entreprise, est liée à ça, à ce manque Pas que, de connexion pas humaine. que, c'était surtout moi. Je pensais être un grand businessman. En fait, pas du tout, je connaissais rien. J'étais un bon commercial à ce moment-là, mais pas un entrepreneur. Tu dis pas toxique, mais pour autant, quel est cet engrenage vicieux qui peut justement amener, conduire un patron à le devenir finalement sans le vouloir, sans s'en rendre compte? Il y a deux façons de voir les choses dans le toxique. Il y a le toxique qui est méchant, pervers narcissique, qui aime la manipulation, le contrôle. Ça, on ne peut rien y faire. On ne le devient pas, ça, on l'est. Donc, que ce soit dans le monde du travail, dans la vie perso, ce genre de personnes, on ne peut rien y faire. Après, il y a le toxique qui n'est pas formé. Donc, en fait, il va devenir une plaie pour son entreprise, même si c'est le patron, parce qu'il ne sait pas écouter, il ne sait pas former les gens, il n'est pas formé lui-même, il n'a pas de compétences. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça va créer une ambiance toxique dans le travail, où plus personne ne va devenir productif, plus personne ne va avoir envie de venir à ce travail-là. Et c'est ça, en fait, que ça va générer chez certains patrons. Donc il faut bien différencier les deux. Ouais. Après, il y en a, ils sont les deux. Et c'est le pire, ça. Et aujourd'hui, si nous t'invitons, l'une des raisons, c'est justement ton regard sur ces patrons grâce à ton épreuve personnelle qui t'a permis justement de mettre des mots et d'identifier justement le management qui peut abîmer, qui peut faire souffrir. De PDG, tu deviens serveur dans un restaurant. Tu repars au niveau zéro de la mer. Non pas sous terre, non, comme un jeune enfant finalement. Complètement. Je suis revenu à mes petits boulots que je faisais. Ouais. Il faut, comme on dit, faire reset. Il faut un moment... Quand tout va mal, oui, peut-être qu'à un moment, il faut faire reset. Hein. Ouais. Moi, tout allait mal. Tout ce que je faisais, je le faisais mal. Donc peut-être qu'il fallait que je redescende sur Terre un petit peu pour essayer de remonter et comprendre ce qui se passe au moins. Et savoir s'entourer. Donc la première de tes rencontres, c'est en effet ta future femme, la maman de votre premier enfant. J'avais la maman de mon premier, que j'avais quitté, on s'était quitté et tout, en bon terme. Et à ce restaurant-là, en fait, 1 an et demi après, je rencontre la maman de mes 2 autres enfants, avec qui on n'est plus ensemble. Moi, peut-être un problème avec l'engagement. Mais ça, c'est une autre chose à régler. Un autre podcast. Mais donc, je la rencontre et il se passe de la passion. Voilà, on parle beaucoup. Et un jour, elle me dit juste, comme ça, elle me dit, Michel, je crois que t'es pas fait pour faire ce que tu fais là. T'aspires à faire autre chose quand même, et peut-être plus grande. Voilà. Elle m'a juste dit ça, moi j'ai eu un déclic. Tu l'as cru? Ah oui, complet. Peut-être que j'avais besoin qu'on me le dise. Voilà, bon, ma mère me le disait tout le temps, mais c'est ma mère. Voilà, quoi qu'il se passe, elle essaiera toujours de me tirer vers le haut, mais que ce soit une personne extérieure qui ne me connaît pas depuis très longtemps et qui arrive à déceler ça chez moi, ça m'a valorisé. Et j'ai eu ce déclic-là. Et tu combats grâce à elle tes phases d'angoisse. Oui. De mourir aussi. Oui, en fait, je dirais même que son arrivée m'a enlevé l'angoisse. Parce que c'est la première fois que je pouvais le partager à quelqu'un. Moi, pendant 1 an, j'ai eu peur de la mort. Et la seule obsession que j'avais, c'était si je meurs, qu'est-ce qui devient mon fils ?
Au bout de 4-5 mois après mon problème, j'ai pris conscience en fait que j'aurais pu mourir. Et moi, je ne savais pas en fait que je pouvais mourir. Des fois, on n'y pense, enfin, on n'y pense jamais. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense 50 fois par jour, mais je n'ai plus peur. Tu dis avec humour, le burn-out, hein, ça n'est pas que pour les fainéants. Et ça, je trouve que c'est très important parce que c'est souvent une image facile, collée sur une personne. Beaucoup de personnes pensent ça encore. Ouais. C'est justement pour ceux qui travaillent et qui ne trouvent pas le moyen de s'arrêter, qui travaillent et qui s'épuisent aussi. Un feignant, il ne peut pas être en burn-out. C'est pas possible. Celui qui ne travaille pas, celui qui n'a pas d'objectif, celui qui n'a pas d'ambition, il ne peut pas avoir un burn-out. Il peut avoir une dépression dans un autre domaine, mais le burn-out, c'est très lié au travail. Ouais. Tous ceux que je connais qui ont des burn-out, parce que je vois beaucoup de monde avec mon travail, c'est des personnes qui se donnent à fond et qui s'oublient. Et qui font passer le travail. Souvent, tu entends des gens qui disent « Ah ouais, moi, le travail, c'est la vie, hein, c'est ma vie. » Non, non, non. Le travail, même si tu l'aimes, même si tu es passionné, c'est pas ta vie. Ta vie, c'est ce que tu fais de l'argent que tu gagnes au travail. C'est tes passions. C'est manger, boire, se reposer, dormir. C'est prendre soin de sa santé. C'est être heureux pour autre chose que d'avoir fait quelque chose au travail. Après, il y a des gens qui ont des métiers vraiment... Voilà, de passion où ils peuvent lier les deux. Mais c'est ceux qui s'oublient. Un burn-out qui peut prendre différentes formes et qui peut aussi, dans la bouche de certaines personnes, peut-être la tienne, se transformer en échec, sentiment d'avoir échoué, Bien sûr. sentiment de ne pas avoir réussi. Alors pour qui, pourquoi? C'est l'éternelle question. Tu as senti, toi, à ce moment-là, que tu avais échoué? Ah oui, moi jusqu'au jour où j'ai eu mon problème de santé, avant, à chaque fois que je faisais quelque chose et que je n'arrivais pas, c'était un échec. Et mon burn-out, mon entreprise, l'état où j'étais, c'était mon plus gros échec professionnel. J'avais honte. J'avais honte. C'était, en termes d'émotion, je ne pouvais pas faire plus. Et pourtant, c'est de l'entraînement. Et pourtant, c'est de l'entraînement. Mais ça, c'est la vie qui m'a appris après. Des fois encore, j'arrive pas à faire des choses, mais c'est pas grave, je recommence. Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Alors c'est facile quand c'est écrit sur le papier, quand c'est Nelson Mandela qui l'écrit. Comment faire pour se l'apprivoiser cette phrase et se dire non, ça n'est pas grave, non n'est pas honte, et tu verras, il arrivera quelque chose derrière. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ça? Tout est lié à mon problème de santé. C'est-à-dire que je n'ai plus peur aujourd'hui. Le fait d'avoir eu peur pendant 1 an de la mort, j'ai l'impression aujourd'hui que je n'ai vraiment absolument peur de rien. Et ce qui n'est pas toujours bon quand même, hein, parce que j'ai une prise de risque qui est très élevée. Mais si on rentre dans le monde du travail, il y a des gens qui veulent entreprendre. Ils y pensent pendant je ne sais pas combien de temps. Ben moi, ces gens, quand ils viennent me voir, j'essaye même pas de les convaincre. Je dis, si tu as mis 2 ans avant de te lancer, ne te lance jamais. Parce qu'à un moment, il faut que ta prise de décision soit rapide. Je veux bien que tu te prépares, je veux bien que tu crées ton monde administratif, que tu fasses les choses bien. Mais si tu as peur, parce que peur, c'est un grand mot quand même, hein, de te lancer, ne te lance jamais. Parce que le jour où tu vas avoir un problème après, tu ne vas pas le supporter. Et moi, aujourd'hui, je n'ai qu'une vie. Moi, je ne sais pas si je suis là dans 10 minutes, je ne sais pas si je suis là encore 10 ans, 20 ans. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose et que ça ne met pas en difficulté mes enfants, ce que je construis, et que ça a des chances même de faire en sorte que ce soit mieux, je n'ai pas peur, je me lance. Mais il a fallu que je m'entraîne plusieurs fois avant de vaincre mes peurs pour pouvoir arriver à une prise de décision qui est rapide. Est-ce que c'est aussi peut-être prendre sa part de responsabilité Bien sûr. dans ce qui s'est passé? Toi, est-ce que tu l'as prise ta responsabilité? Moi, j'ai compris, quand j'ai fait un travail sur moi-même, que tout ce qui était arrivé, ce n'était pas la faute de l'un, de l'autre ou de qui tu veux, c'était que de ma faute à moi. Mais, je vais te donner un exemple bien précis. Quand j'ai créé ma société, j'ai créé 30 emplois. Pendant 2 ans, ils ont eu leur salaire. Et quand j'ai échoué, donc j'étais dans le mal, j'avais honte et tout, mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me dis quand même que pendant ces 2 ans, j'ai fait des choses exceptionnelles. J'ai créé une boîte, 30 salariés,
30 salaires, peut-être 30 familles, 30 personnes qui ont un peu vécu avec ce que moi j'ai créé, j'ai appris, j'ai vendu, j'ai généré du chiffre. Oui, l'objectif que je devais atteindre, je ne l'ai pas atteint, mais qu'est-ce que j'ai appris? Aujourd'hui, si je dois apprendre que les avantages, les choses positives de cette entreprise, et que j'arrive à les retransmettre sur ce que je fais aujourd'hui, ben c'est que du bénéfice, c'est ça l'entraînement en fait. Si on se concentre uniquement sur ce qu'on a fait en mal, ben on n'avance pas. C'est ça qui t'a permis d'avancer Oui, et c'est de ça, surpasser la complètement. notion d'échec. D'ailleurs, Et- est-ce qu'elle existe cette notion d'échec? Est-ce que c'est un mot que tu utilises? Non, je n'utilise pas. Moi, je pars du principe que, à part la santé, après c'est facile pour moi de le dire, mais quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de santé, il ne peut pas le penser ça. Et même souvent, même moi, des fois je l'oublie, hein, que j'ai eu un problème de santé. Donc des fois je vais avoir des moments où je ne suis pas bien pour un détail. Et après, bah, tout de suite, ma mémoire émotionnelle revient. Je fais, ah non, attends, t'as pas le droit de te prendre la tête sur ça. Et du coup, bah, ça me remet mon cerveau en marche. Donc c'est l'optimisme versus le pessimisme, Oui. le verre à moitié vide et le C'est ça. verre à moitié plein, c'est ça? Oui, il faut avancer parce que il y a des gens que je rencontre qui ont des problèmes. J'aime pas mettre de la mesure, Oui. il n'y a pas de hiérarchie des problèmes. Chacun les vit comme il peut. Et je le dis des fois, tu te concentres trop sur ce que tu ne peux pas contrôler. Va te concentrer sur ce que tu vas contrôler. Et du coup, ce que tu contrôles pas, tu peux pas le contrôler. Donc laisse-le tranquille, laisse-le se faire. Et trouve des solutions sur ce que tu peux contrôler. Ça peut être le chemin d'une vie, ça. Bah, je pense que c'est la vie en fait, c'est toujours comme ça en fait. Il y aura toujours des problèmes. Mais si on se concentre uniquement sur le problème et que jamais on se concentre sur la solution, bah, on n'avance pas. Et c'est ça que tu as voulu, à partir de là, non plus seulement te l'appliquer à toi-même, mais le diffuser aux autres. Ça a Alors été avant ça. tout, je vais même je l'ai jamais dit nulle part, c'était pour pouvoir me l'appliquer à moi, il fallait que je le partage aux autres. En fait, souvent, les gens comme moi, c'est une sorte de thérapie ce que je fais. Hein. Je vais aller confirmer avec tout le monde que est-ce que c'est aussi le bon chemin que j'ai pris? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, quoi? Et toi, t'en es où? Moi, j'ai compris maintenant que de toute façon, je ne vais pas trop dans le futur. J'utilise le passé pour mieux faire aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je me pose plus trop de questions. Ouais. Avant, je pensais que la réussite se mesurait à l'argent. J'étais obnubilée par le chiffre d'affaires, j'étais très matérialiste. Je n'écoutais pas les autres, je n'étais pas assez dans l'humain. Aujourd'hui, je ne cours plus après l'argent. Je cours après mon épanouissement et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Le plus dur, ce n'est pas de réussir, c'est de rester dans la réussite. Ça veut dire quoi, réussir? Ben c'est ça, c'est la grande question. Et aujourd'hui, pour ma part, réussir, moi j'ai 3 enfants, c'est de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient heureux, épanouis, que je sois épanoui moi aussi, parce que je ne vais pas penser qu'à eux, et pour qu'eux ils soient bien, il faut que je sois bien aussi, et de pouvoir vivre en gros, pour exagérer, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Donc ça a un coût, et chacun il a ses envies, donc selon les envies, ça a un coût différent. Alors, il y a le gain de la liberté, d'être libre, de faire ce que l'on aime selon ses propres valeurs. Mais évidemment, et je pense que de nombreuses personnes qui nous écoutent doivent se dire, mais très bien, faisons ce que l'on aime faire, mais l'argent vient comment? Parce qu'il faut bien trouver de l'argent à un moment. Bah, c'est souvent dans l'entrepreneuriat, ou même pour les salariés, souvent quand on fait un métier qu'on aime, par exemple, moi j'ai décidé de mettre ma passion au service des autres. Et quand j'ai commencé sur les réseaux, on en parlera tout à l'heure, je n'avais pas de vision de gagner de l'argent avec ça, j'en ai toujours pas, mais ça m'a permis quand même de gagner de l'argent. Donc l'argent vient à moi. Et du coup, bah, ça me permet de vivre. Mais si j'avais voulu le faire pour gagner de l'argent, j'en suis pas sûr qu'on serait là ensemble aujourd'hui. Ça aurait été un autre chemin. C'est l'intention qui compte? Oui, c'est ce que tu mets au départ? C'est l'intention, c'est le pourquoi, être en accord avec ça. Ouais. C'est être en accord avec ce qu'on fait.
Et ça passe par l'autre, par l'aide, la transmission. C'est exactement ce que tu dis. Et c'est là que tu vas trouver la lumière, éclairer le chemin des autres. Toi, l'autodidacte, tu vas commencer sur les réseaux sociaux avec ces posts. Je suis remontée sur ton Instagram et j'ai vu que ça remontait la première à 2021 avec un texte « Recrutons avec humanité ». Ce que j'ai aimé, moi, c'est que ça m'a rappelé ce film que j'adore qui s'appelle Love Actually. Okay. Et où l'un des personnages va témoigner son amour impossible à une femme en prenant des petites pancartes et en lui expliquant qu'il l'aime, etc. Et c'est exactement ce que tu fais, c'est-à-dire que tu vas parler aux gens, à ton audience, avec ces petites pancartes. Moi, la première publication que j'ai faite sur tous les réseaux, c'était sur LinkedIn. Moi, j'ai commencé par ce réseau-là, et c'était, j'avais écrit que du texte, il n'y avait pas de vidéo encore. J'avais écrit candidature refusée 4 fois, candidature acceptée, l'échec, c'est de l'entraînement. Donc ce mot-là, cette phrase-là, je l'ai sortie comme ça. Et c'était ma première publication, et j'ai fait 1 million de vues. Ma première publication, j'avais 0 abonné. Et du coup, c'est parti très vite. J'ai eu la plus grosse ascension LinkedIn France depuis sa création. C'est venu d'où ça, ces phrases-là? Tu l'as vécu? Oui, moi j'ai... C'était ça, c'était toi? C'était moi, c'est tu candidates. Moi, j'étais un passionné de la com. Je candidatais avec, pas un CV, je candidatais avec un projet pour l'entreprise. Bon, des fois, le projet se faisait, mais sans moi. Mais j'avais pas d'expérience. Et personne ne me faisait confiance. Et c'est pour ça que je prenais des routes différentes à chaque fois. Et j'avais envie de dire aux gens qui cherchent un emploi sur LinkedIn, c'est quand même le premier réseau d'emploi en France, bah, vous allez échouer plusieurs fois, mais à un moment, vous allez trouver un travail. Et l'échec, c'est de l'entraînement. Et 2 ans après, bah, c'est le titre de mon livre. D'où 1 million d'abonnés. D'où 1 million. Maintenant, on a dépassé un peu, Évidemment. Mais c'est pas important, ça. Et après, je me suis mis dans la vidéo. Donc, je commence par des vidéos où je parle, comme je fais aujourd'hui. Mais je faisais ça le soir chez moi, avec les enfants. Ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit. C'est là où tu te dis que c'est la blague. Et du coup, à chaque fois, je chut, tais-toi et tout. Donc, ça crée une ambiance un peu toxique. Et ça m'énerve. Donc, je me suis dit, tiens, je vais l'écrire sur un papier. Ils peuvent faire le bordel qu'ils veulent. Moi, je mets une petite musique derrière. Et c'est la première vidéo que j'ai postée, c'était sur TikTok, elle a fait 10 millions de vues. J'ai dit, bah tiens, ce format, il est intéressant quand même, merci les enfants. Et du coup, je continue, alors j'en fais pas tout le temps, mais j'utilise encore ce format. S'adapter aussi à la réalité, en fait. On ne peut pas faire ce qu'on veut toujours, et bien... Exactement, le manque de moyens amène à la créativité. Le faire aligner avec le cœur. Tu fais beaucoup de bien, parce que chaque poste, notamment celle-ci avec les pancartes, résonne en chacun de nous. Allez-y, on vous met justement en texte l'adresse et le nom du podcast de Michel. Justement, vous allez voir tes expériences de manager, mais aussi d'homme qui est tombé. Et puis aussi, tu permets à chacun, tu m'as permis aussi, en quelque sorte à moi, de ne jamais oublier de se respecter. Tu évoquais tout à l'heure ton expérience de manager où tu n'entendais pas finalement les requêtes de tes salariés. Il y a un poste en particulier où tu expliques qu'on a l'impression de toujours vouloir plus, de toujours rester plus tard au travail, de toujours faire et de se dire c'est comme ça que je serai un bon employé, c'est comme ça que je vais être vu, c'est comme ça que je vais être reconnu, peut-être augmenté. Et pour autant, rien ni personne ne nous le demande, mais on le fait. Tu peux nous parler de ça? Oui, en fait, c'est, je sais pas, t'as obligé que tu as une personne dans ton entourage qui est à fond dans son travail en tant que salarié, et même en tant qu'entrepreneur, ils n'ont pas de compte à rendre, mais en tant que salarié qui reste souvent tard au travail et tout, et qui un jour est venu te voir et te dit « Oh, je suis parti du travail à 17h, et mon patron ou les collègues, ils n'étaient pas d'accord, ils commencent à croire que je ne veux plus travailler, que je ne suis plus motivé, mais moi je devais juste aller chercher mes enfants. » Et
Et en fait, ça, il y en a énormément de personnes qui vivent ce genre de situation, parce que quand ils commencent un travail, ils se donnent à fond, ils dépassent leurs horaires, ils veulent se montrer, enfin, c'est fait inconsciemment en fait. On pense que de rester et d'en faire plus, ça va créer une sorte de motivation, on va croire qu'on est motivé plus que les autres, peut-être pour évoluer ou autre, ou justifier le fait de pourquoi on nous a recrutés. Ben, en fait, en réalité, non. Si tu fais ton travail et tu atteins tes objectifs pendant les heures où tu es payé, tout va bien. Certains patrons, en revanche, voient d'un mauvais œil quand on part plus tôt du travail. Alors, on n'est pas obligé de partir plus tôt, on peut partir des fois un peu plus tôt, des fois un peu plus tard. Moi, je suis pour quand l'objectif il est atteint et que le travail il est bon, que ça met personne en difficulté, on part quand on veut. Il y en a, ils vont partir des fois, je dis une bêtise, à 14 heures, le lendemain à 18 heures. Il faut créer cette facilité dans le travail. On vient tous les jours. Si tous les jours on est stressé par l'heure à laquelle on doit partir, c'est plus une vie. Être un bon manager, c'est quoi? Tu as écrit les 10 commandements du bon J'en ai manager. écrit beaucoup. Mais pour moi, c'est déjà aimer les autres. C'est être formé. Parce qu'on pense souvent que parce qu'on est bon dans un domaine, on va pouvoir amener les autres à être bons dans ce domaine. Ben non, pas du tout. C'est un métier de gérer des êtres humains. Parce qu'il y a des émotions en face de nous, il y a des êtres humains. Donc si on ne sait pas gérer, si on n'apprend pas à le faire, ben, on peut tout casser et créer des ambiances toxiques. Après, c'est quelqu'un aussi qui n'oublie pas qu'il fait partie de la même équipe que les autres. Souvent, les patrons managers, c'est une chose. Mais les managers qui ne sont pas patrons, ils oublient qu'ils sont salariés de la boîte. Mais souvent, eux, ils ont une problématique, c'est que leur direction, ils sont encore pires avec eux que eux, ils vont être avec leur équipe. Ils se retrouvent dans une situation où ils ont des objectifs à atteindre irréalisables, et donc du coup, ils répercutent ça sur l'équipe. Donc du coup, c'est tout le monde, c'est souvent les directions, qui oublient aussi que le manager, les équipes, tout ça, ça fait partie de l'équipe. Donc peut-être chambouler tout ça et rappeler à tout le monde que le management horizontal, il peut faire du bien pour que chacun puisse s'exprimer et faire passer son message et ses idées. Tu donnes des conférences justement dans des entreprises, des grands patrons te demandent de venir. Tu ne dois pas forcément être aimé non plus par tous les patrons parce que ce n'est pas forcément ce qu'on demande. La peur est utile pour certains patrons justement pour permettre aux salariés de travailler et de ne certainement pas se rebeller. Moi, j'en connais plein. J'ai des copains qui sont cadres et c'est souvent dans des grosses boîtes qu'il y a ce genre de problème. C'est toxique. Ils ont des objectifs qui sont durs. Ils arrivent à les atteindre, mais c'est jamais assez. Ils ont peur de perdre leur boulot parce que quand on touche, je dis une bêtise, 3 4 000, 5 000 euros par mois, on a un train de vie derrière, crédit, maison, tout ça. Donc ces gens-là, ils vont créer en fait une ambiance. Attention, si tu fais pas bien ton travail, si je suis pas ton Dieu, parce qu'il faut le dire, c'est comme ça, tu vas tout perdre. Et c'est souvent comme ça dans les grosses boîtes. Et malheureusement, la personne qui vit ça, elle perd tous ses moyens. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit rester, pas rester? Elle a des responsabilités dans sa vie perso. Donc comment elle fait pour gérer? Alors je ne dis pas que moi j'arrive et que je vais... Moi je suis juste là pour faire prendre conscience aux gens que ce que tu vis là, c'est pas bien. Hein. C'est un manque de respect déjà. C'est un manque... c'est une atteinte à ta dignité. Et que personne n'a le droit de te parler comme ça, même s'il te paye un salaire de fou. Hein. C'est pas écrit dans ton contrat qui peut t'insulter, te mettre la pression, te rabaisser, te foutre la honte et tout. Donc, à un moment, tu as le droit aussi de t'exprimer et que si lui, il n'est pas bon avec toi, peut-être que quelqu'un d'autre le saura. Est-ce que ça résonne en vous? Posez-vous la question. Est-ce que c'est ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que vous auriez, vous, la force de partir? Parce que c'est quoi la solution? C'est soit accepter, soit partir quand on est face à un management Quand on toxique. accepte, c'est qu'on ne se rend pas compte ou qu'on souffre tellement qu'on ne peut plus prendre des décisions. Ça veut dire qu'on a peur de parler à son entourage parce qu'il y a aussi ça. Ceux qui ont des boulots où ils sont très bien payés, il
ils vont dire à un ami ou à un entourage, « Ah, le patron, il m'a fait, ouais, bon, écoute, tu as un bon salaire. Tu t'écrases, et voilà, hein, il y a pire que toi dans le truc. Tu as déjà un boulot, c'est pas mal. » Oui, mais bon, non. Ça, c'est pas accepter, c'est le vivre, le subir. Mais quand on prend conscience que ce qu'on vit, c'est pas normal, eh ben, le cerveau, il va commencer à réfléchir. On va peut-être aller chercher un autre travail, on va aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on se sent moins enfermé. Donc oui, il faut prendre conscience que certaines choses ne sont pas normales. Alors, ce que tu dis est très juste. Comment répondre à celles et ceux, et j'en ai dans mon entourage, hein, qui me disent « Mais je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force de tout quitter. J'ai 2 enfants, j'ai un loyer, j'ai des crédits, j'ai peur. Je suis malheureux, je suis malheureuse. Toi, tu as eu le courage de le faire. Moi, je ne peux pas. Quelle est la différence entre toi et eux ? » Alors moi, c'est mon chemin, mon parcours de vie qui est un peu plus... je suis tombé, je me suis relevé, qui fait que je peux avoir une prise de décision plus rapide et moins peur. Mais souvent, entre ces personnes-là que tu décris, sont un peu en prison, enfermées dans leur monde. Et les gens qui les maltraitent, entre guillemets, au travail, c'est des bons manipulateurs, hein, parce qu'ils vont être gentils, ils vont être méchants, et de temps en temps, comme ça, un petit peu gentil, et tu oublies un peu tout le mal, et donc tu reprends espoir, après ils reviennent à la charge. Donc à ces personnes-là, c'est aller voir ailleurs. Fuir, mais avant, on ne peut pas quitter un travail comme ça. Il faut, surtout si on a des responsabilités comme des enfants, mais au moins aller voir ce qui se passe ailleurs. Voir, peut-être postuler dans d'autres boîtes. Faire savoir, aller peut-être faire d'autres entretiens d'embauche. J'ai une amie en ce moment qui vit ça. Je lui ai dit, mais vas-y. Et pourtant, elle me connaît. Hein. Et elle voit toutes mes vidéos et tout. Je lui ai dit, mais va postuler. Je sais pas, va faire du network avec d'autres personnes comme toi. Aller parler. Peut-être que ce que tu fais là, ta valeur ajoutée, elle n'est pas faite pour travailler dans cette entreprise, mais pour une autre. Mais il faut bouger, il ne faut pas rester seul. Vous savez, entre vous et moi, c'est aussi ce qui nous est arrivé. Et c'est aussi pour ça que créer ce podcast, cette chaîne YouTube, c'est aussi la preuve, s'il en était, que c'est possible. Et c'est possible. Quel serait pour toi un manager idéal ? Est-ce qu'il existe déjà ? Il n'y a pas de manager idéal, parce que le manager, c'est un être humain, donc il ne peut pas être parfait. Pour moi, c'est celui qui sait se remettre en question, qui sait reconnaître ses erreurs, et qui est capable, surtout, de dire non à ce qu'il devait faire pour accepter qu'un membre de son équipe fasse. Moi, aujourd'hui, je travaille avec mon équipe. Des fois, je vais avoir une idée. Je peux penser encore que je suis plus fort et tout, mais après, c'est un jeu que j'ai avec mon équipe, on en rigole. Mais si il me dit, attends, ce que tu dis là, c'est pas bien, tu fais une erreur, ben, je vais l'écouter, je vais essayer de comprendre. Parce que s'il le fait, c'est pas pour m'embêter, c'est pour l'objectif à atteindre. C'est pas pour moi, c'est pour l'objectif. Et ben, on va faire ce que lui veut. Bon, il n'a pas intérêt à se planter. Hein. Et quelle solution peut-on avoir face à ce type de toxicité ? Parler ne sert à rien, comprendre ne sert à rien, se livrer ne sert à rien ou pas ? Ça dépend de notre entourage, ça dépend de ce qu'il y a autour de nous. Mais moi, en fait, depuis que je travaille sur les réseaux, donc on est plus... Avant, quand je faisais de l'humanitaire, c'était problème, on trouve une solution tout de suite. Quelqu'un qui ne sait pas où dormir, il faut lui trouver une solution. Mais quand on rentre dans le psychologique, alors moi je ne suis pas psychologue, je me rends compte que le plus gros problème en France aujourd'hui, en tout cas du pays où je vis, c'est pas le travail, c'est pas... tout ça, c'est des moyens pour ne pas être bien, entre guillemets. Je ne veux pas dire que le travail, c'est bon, automatiquement on n'est pas bien. Mais le vrai problème, c'est la solitude. On peut être très bien entouré et à la fois être le plus seul. Et les 3/4 des personnes que je rencontre qui n'arrivent pas à se sortir de leurs problèmes, c'est qu'elles n'ont pas une écoute. Elles ne savent pas à qui parler, à qui se livrer. Donc oui, je peux dire aux gens, ne restez pas seuls. Mais il y en a, elles sont même accompagnées, elles n'arrivent pas à parler parce qu'elles ne sentent pas l'écoute active. Mais parce que quand on a souffert,
parce quand on a morflé, on a peur, parce qu'on n'ose pas et on ne sait plus à qui se confier. Alors, c'est pour ça qu'il existe des professionnels de la santé, des psychologues, il y a des thérapeutes. On peut aller voir. Moi, je suis allé voir un psy dans ma vie et j'en suis pas mort. Hein. Exactement. C'est pas une honte, c'est pas un problème, mais au moins, je sais que cette personne-là, déjà, c'est son métier, elle est formée pour, et elle n'aura aucun jugement sur moi. Mais moi, ça me permet de me libérer. Mais après, moi, j'ai un entourage, un socle qui est là pour moi. Donc, c'est vrai que c'est plus facile. Et donc, du coup, si je m'exprime, ils vont pouvoir m'aider. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et aujourd'hui, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, tu penses que tu as réussi? En quoi tu as réussi cette vie-là à l'instant T? Alors, je pense pas avoir réussi à atteindre tous mes objectifs, parce que moi, tous les jours, j'ai un objectif en plus. Je suis quelqu'un, je parais calme et tout, mais mon cerveau, il s'arrête jamais. Mais je pense avoir réussi à trouver ma voie. Et c'est déjà pas mal pour moi. Tu as envie Oui. de tes posts, de tes livres? Quand j'ai commencé sur les réseaux il y a 2 ans, ça allait très vite pour moi. Très très vite sur tous les réseaux. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités, beaucoup que j'ai refusées. Moi, j'ai refusé presque 200 000 euros de collaboration, ce genre les publicités, tout ça. Sponsoring. Ouais. Voilà. Et j'ai décidé de créer des métiers. Mon podcast, des fois, on me rémunère pour venir, pour sponsoriser. Mais je ne veux pas en faire une machine à business. C'est souvent pour autofinancer ma création de contenu, parce que j'aime les belles choses, j'aime quand il y a de la musique, quand il y a des beaux passages et tout. Mon livre, bon, c'est pas avec un livre qu'on gagne de l'argent, mais ça me permet d'avoir plus de conférences. Ça me permet d'aller rencontrer d'autres personnes. Je gagne de l'argent aussi en faisant du conseil en communication, en personal branding. J'aide des autres à faire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait, parce que j'ai compris les codes des réseaux sociaux, et ce que moi j'ai appris, je veux le transmettre aux autres. Tu vas chercher Non. ces clients? J'ai absolument jamais fait même de la pub pour quoi que ce soit. On vient C'est à des toi. gens, et moi c'est tous les jours, c'est ça que je dis, quand on se lance sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'on en crée un business, c'est un générateur d'opportunités. On fait ce qu'on a à faire, on a un message, on le passe, et plus on va être visible, plus il y aura des opportunités qui vont arriver. Mon livre, on m'a contacté, mon podcast, on m'a proposé. Un jour, pourquoi tu ne crées pas ton podcast? Je ne savais pas ce que c'était. Mes conférences, la première que j'ai faite, est-ce que tu veux venir en conférence? Je ne pensais pas faire des conférences. Donc, et tous les jours, j'ai des choses comme ça un peu nouvelles. Tu es ta seule limite. C'est la fin du petit passage que j'ai lu en préambule. Oui. C'est un peu ça. On est son meilleur Ah oui. ennemi ou son pire ami. Ah, moi, je sais que je me bats pas contre les autres. Moi, je me bats toujours contre moi-même. Ouais. Je suis ma seule limite. Quel est ton mot préféré? Un mot préféré? Ensemble. Celui que tu détestes? Celui que je déteste, c'est famine. Ton gros mot, ton juron préféré? Je peux pas le dire. Ah si, tout le monde le dit. FDP. Ok. Je crois qu'on sait. Je sais qu'elle compte énormément pour toi. Quel est ton socle? Certains n'ont pas la chance d'avoir une maman. Tu lui dirais quoi à ta maman, là? Merci. Merci à tout ce qu'elle a fait, parce que c'est quand même sa décision il y a 14 ans, parce que, juste la petite parenthèse, je n'ai compris sa difficulté à elle de m'envoyer en France que quand j'ai eu mon premier enfant. Ouais. Je me suis dit, waouh, quand même, Ouais, d'envoyer son... Moi, c'est dur pour moi, mais pour elle, ça devait être quelque chose, pour laisser ses 2 enfants partir comme ça. Quel courage, quand même. Bah, merci à toi, parce que Merci. c'est très inspirant et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Merci. Beaucoup, infiniment. Merci.
Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.